Et salut à tous. Salut à tous. Je suis désolé, je commence déjà par m'excuser. J'ai un petit problème de caméra, il y a une latence entre ma voix et la cam. Je suis désolé, je vais essayer de régler ça en direct. Donc voilà, bonjour Mourad. Voilà, on est avec Mourad Bonjour Hart. Ryan. D'habitude, on a fait ça une seule fois avec Nico avant qu'il prenne des vacances et avant que je prenne des vacances aussi. Et du coup, on fait ça avec Mourad cette semaine. On fait un coucou à Nicolas Fiol d'ailleurs qui est en vacances encore pour à peu près 10 jours. On va commencer Mourad, j'ai quelques questions d'internautes qui nous ont posé des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Donc je vais te laisser commencer le temps que je gère mes problèmes de caméra. Euh, Vas-y. alors, on a Mets Lucas, une pièce dans la machine. voilà c'est ça. On a Lucas ou Luca, je sais pas parce qu'il n'y a pas de S. Il nous dit si Cuisance arrive à l'OM pour remplacer Sanson ou Lopez, quel statut aura-t-il? Est-ce que en gros il sera titulaire ou est-ce qu'il sera dans la rotation? À ton avis, Villas-Boas pourrait le situer comment dans la hiérarchie des milieux de terrain? Bon, déjà, si Sanson y part, et vu le joueur qui a l'air d'être Cuisance, encore une fois, euh, je rapporte les propos de personnes qui suivent la Bundesliga, pas moi. Moi, j'ai très peu, enfin, je l'ai très 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 peu vu jouer Kevin Cuisance, mais on m'a dit que c'était un sacré joueur. Donc, je pense que s'il vient, ce serait plus un petit peu comme Rongier. Peut-être que les premiers matchs, il serait pas immédiatement titulaire, mais c'est plutôt dans l'idée d'un titulaire en puissance, quoi. Même si ça rate, mais dans tous les cas, c'est plutôt l'idée d'un titulaire en puissance que d'un mec dans la rotation. Surtout si Sanson et Lopez partent, là, ce sera même pas en option, quoi. Mhm. Ce sera un titulaire, je pense. Ok. Bon, on va profiter juste pour remercier Annie Zouzou qui a pris un abonnement sur Twitch. Merci à toi. Euh, Merci Yanni Zouzou. J'espère que là, la caméra, ça va un petit peu mieux. J'ai l'impression en tout cas que ça va un peu mieux. Donc voilà, dites-moi dans le chat. Ouais, sinon je suis plutôt d'accord avec toi pour Cuisance. C'est vrai que ça pourrait être... Même en fait, tu peux même comparer ça avec Pape Gay finalement. Parce qu'il vient, on Ouais, sait, ouais, c'est vrai. même si c'est pas un 8 là, c'est plutôt un 6. Mais finalement, on ne sait pas quel statut il aura la saison prochaine. Donc, Ouais, je pense que Pape Gay, là, ce serait un peu différent parce qu'en plus, qui est Cuisance, on parle d'un prêt, etc. Je pense que et Pape Gay, il sera en concurrence avec un très gros joueur de notre effectif s'il ne part pas, croisons les doigts, parce que c'est Boubacar Kamara et que Boubacar Kamara, apparemment, selon la Provence, Villas-Boas a vraiment dans l'idée de l'installer au milieu de terrain. Lui est content de progresser là. Donc Pape Gay, oui, je pense qu'il va être en concurrence un petit peu avec Camara, à moins qu'au cours de la saison Camara redescende. Mais oui, Cuisance c'est encore différent parce que vraiment, je pense que s'il vient, ce sera vraiment dans l'idée plus d'un titulaire en puissance, encore plus que Gay. Après, si Gay se fait sa place et qu'il force Camara à repartir derrière et qu'on a du talent partout, on va pas s'en plaindre. ouais, on c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Bon, on va passer à un autre sujet. Maintenant, c'est Mathéo qui nous dit que pensez-vous de Papin qui n'a jamais reçu d'offre de poste de la part de l'OM. Donc, il fait référence à une déclaration de Papin récemment. Je crois que c'était à la Provence, si je me souviens bien. Non, c'était aux Parisiens. Au Parisien, ouais. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mourad? Ce que j'en pense, ben, c'est quand même un peu triste que c'est Jean-Pierre Papin, que c'est une légende ultime de l'OM, voilà, joueur du siècle, le seul ballon d'or français à avoir reçu le ballon d'or en jouant dans un club français. Donc c'est quelque chose, quoi, JPP. Puis en fait, alors de faire une petite parenthèse hors OM, mais même généralement de JPP, je me souviens que alors c'est peut-être bien, tu vois, qu'il commence sa carrière d'entraîneur dans d'autres clubs, tout ça. Après, il réussit plus ou moins à Strasbourg, mais même à Lens, je m'étais dit, tiens, franchement, tu mets Daniel Leclerc dans les pattes de JPP, tu vois, c'est quand même quelqu'un que tu vois, même si c'est peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, mais par rapport à son statut, par rapport, tu vois, on va pas mettre un mec dans les pattes de Ruud Gullit quand Ruud Gullit devient entraîneur. Pourtant, ouais, Ruud Gullit, bien sûr, mais je pensais à Marco van Basten là tout de Mhm. suite parce qu'il était, enfin, Ruud Gullit aussi, il était contemporain, mais Marco van Basten, il était aussi avant-centre. Bref, donc déjà, je pense que Jean-Pierre Papin n'a pas toujours le respect qu'il mériterait d'avoir dans le football français de manière générale.
Bon, en tant que consultant, c'est pas le meilleur consultant du monde, mais c'est pas forcément très grave. Mais voilà, il a un statut. Donc après, par rapport à cette petite anecdote avec Jacques-Henri Hérault, bon, ça raconte tellement de choses de ce qu'est l'OM Champions Project. On se souvient tous quand ils sont arrivés, toutes ces grandes phrases, toutes ces grandes déclarations, tous ces grands trucs. Bon, bah, ça rentre là-dedans, c'est-à-dire que tu fais une grande déclaration à JPP, tu dis oui, je vais m'entourer des anciens, etc. On va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis au final, eh ben, tu fais rien. Donc cette petite anecdote JPP, elle est très représentative de ce qu'est, de ce que fut l'OM Champions Project à ses débuts, c'est-à-dire de grandes annonces qu'on va respecter le club, qu'on va le ramener au top en s'appuyant sur l'histoire. Et puis au final, on a fait un truc complètement différent et puis on a oublié tout ça. Mais ça a servi à mettre de bonne humeur les supporters et aussi ces légendes qui ont quand même de l'importance parce que bah, quand papa il parle, voilà, je trouve pas que c'est le meilleur consultant, je trouve pas que c'est Dimeco par exemple que je trouve que qui c'est un excellent consultant, mais voilà, tu l'écoutes quand même quoi, c'est Jean-Pierre Papin et il mérite du respect donc voilà, c'est triste, je suis pas du tout satisfait de ça, mais je pense que Jacques-Henri Hérault il s'en tamponne que Mourad Art s'il soit pas satisfait du traitement de Jean-Pierre Papin, mais voilà, je suis pas, enfin c'est triste et c'est représentatif de la politique menée, la politique communicationnelle menée par Jacques-Henri Hérault à son arrivée à l'OM. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Vu les réactions que j'ai vues un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu petit de la part de la communication de l'OM là, récente, mais voilà. Un petit mot, Ryan, parce Oui. qu'après, je vais oublier, et je trouve que c'est important, parce que j'étais, en fait, juste avant, là, quand je t'attendais, je regardais les dernières news, pour rien de cacher sur le site de la Provence sur les incendies dans la région. Donc voilà, Mhm. s'il y a des personnes autour de nous Ah oui, bien sûr. qui sont peut-être dans un gymnase ce soir parce qu'ils sont de la région de Martigues et qui, voilà, enfin, tout notre soutien, c'est terrible. Et puis, on va quand même aussi dans ces endroits-là assez fréquemment, hein. Oui, bien sûr. J'étais pas loin de passer mes vacances à la Couronne il y a quelques semaines, donc voilà. Et non, mais c'est plus sérieusement, c'est triste, donc on leur apporte tout notre soutien et on espère que si, enfin, qu'on peut leur faire passer un petit peu un bon moment, leur changer les idées, parler de choses un peu moins importantes que l'épreuve qu'ils sont en train de passer. Et on va aussi forcément penser à Cyril qui faisait partie Ah oui, d'OM Beyrouth, le Beyrouth, oui. groupe de supporters à Beyrouth. Et puis, bah, voilà, quoi, on n'a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on pense à lui et puis que voilà, quoi, toutes nos condoléances et puis on pense forcément à ce genre de choses. Et ce petit live leur est dédié, même si c'est vraiment pas grand-chose. Oui, c'est sûr. Bah ouais, je me mets complètement dans ton message, t'as tout à fait raison. Et je voulais d'ailleurs parler un petit peu de ce truc de Martigues tout à l'heure, mais t'as bien fait de le faire avant que je Parce le qu'après, fasse. on va parler d'autre chose et on va Ouais, ouais. oublier. Donc voilà, s'il y a des Non, c'est sûr. personnes de la région qui nous regardent, Mhm. ben, courage à vous. Ouais. Puis pour tout le monde dans la région aussi, faites attention à vos mégots de cigarettes, à tout ça. Enfin, vous savez, Et ça, le on le répétera climat jamais à assez. Marseille en été. Voilà. Mm. Allez, on peut passer à la suite. Allez, on passe à la suite. Bah écoute, on a une question en direct qui est Joseph Joestar qui nous dit que pensez-vous alors de l'éloignement du head of football fictif? Déjà, j'ai pas tout compris là. Je L'éloignement pense que du head of emploi fictif. je pense qu'il doit parler du fait que Jacques-Henri Hérault, dans l'équipe aujourd'hui, a révélé que Jacques-Henri Hérault allait passer un peu moins de temps à Marseille, à la commanderie, D'accord, au ok. stade Vélodrome. Donc, ce que j'en pense, c'est que ça fait partie de cette restructuration un petit peu là qu'il a annoncé. Il faut voir cette petite info de l'équipe dans le contexte du communiqué LinkedIn de Jacques-Henri Hérault il y a de ça un peu plus de 2 mois, il me semble, c'était fin mai. Oui, c'est ça. Donc il avait expliqué, voilà, le club se restructure. Grosso modo, toute la partie business au jour le jour, elle va être gérée par Hugues Ouvrard et la partie sportive au jour le jour, elle doit être gérée par Pablo Longoria. Déjà, c'est un mouvement qui avait été enclenché l'an dernier par Jacques-Henri Hérault
Souvenez-vous de cette très bonne interview qu'il avait donnée à la Provence, dans laquelle il expliquait, oui, on me reproche des fois de pas faire les déplacements, mais je pense que c'est plus important d'être dans les instances à Paris, d'aller dans certaines instances européennes, l'ECA par exemple, ce genre de choses. Je pense, je suis certain que c'est vers ça qu'il veut se diriger en fait, vers un espèce de président superviseur au sein du club et vers quelqu'un qui représente le club en dehors de Marseille, en dehors des instances, enfin dans les instances plutôt. Donc c'est comme ça que je vois cette petite info et ça m'a absolument pas surpris en fait. Enfin je dis pas que c'est bien, hein, mais ni bien ni mal, mais en tout cas c'est dans la comment dire dans la continuité de ce qu'il a enclenché ces derniers mois et ouais, cette dernière et la saison dernière. Ok. Alors là, j'ai une question qui... Enfin, c'est pas vraiment une question, mais on a Focal qui nous dit JHE n'est pas fait pour le foot. Est-ce que toi, tu penses que justement, cet éloignement-là, c'est pour vraiment rester à sa posture de président, faire beaucoup plus Mais attends, d'administratif et du coup ne alors pas... c'est Focal, c'est ça? Ouais. Eh ben, Focal, enfin, c'est intéressant et pourquoi c'est le genre d'endroit où on peut ouvrir ce genre de débat. Donc, Mhm. si tu peux développer, nous dire un peu pourquoi tu penses qu'il est pas fait pour le foot, parce que ça m'intéresse Ouais, clairement. et voilà. Donc, on va le laisser développer ses Mhm. arguments et après on peut revenir dessus. Mais voilà, je pense que pour avoir le ressenti d'un supporter, voir ce qu'il nous dit là-dessus. Donc, prends ton temps, Focal. On va peut-être Voilà. faire une autre question et promis, on revient à ta question après. Ok. Bah, du coup, on va rester. Ah, alors, attends, bah voilà. On a Chris Hamlet qui nous dit salut, Tovin, prolongation, vente, départ, fin de contrat. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors, qu'est-ce qui devrait se passer selon la logique de l'OM actuellement? Ce qui devait se passer avant le Covid, c'était fin de contrat et Florian Thauvin part après avoir alors publiquement prouvé son attachement à l'OM et dire voilà j'ai fait beaucoup pour ce club etc. Ce qui est vrai, hein. Il a marqué énormément de buts et ne l'oublions pas et voilà à 27-28 ans aller se signer un bon contrat dans un gros club. Donc c'était ce qui devait se passer. Alors après il y a eu quelques échos sur le fait que par rapport au Covid, le geste de Dimitri Payet, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait faire un peu bouger les lignes sur ce dossier-là. On a lu aussi dans l'équipe récemment que peut-être au contraire, on allait essayer de le vendre cet été parce que c'est le dernier moment où on peut rapporter de l'argent. Voilà, mais bon, ce phénomène Covid a un peu tout remis en cause. Mais clairement, avant le Covid, la tendance, elle était clair, net, c'était je fais ma dernière année de contrat, je fais une dernière belle année puis je m'en vais et puis voilà. Les choses semblent peut-être avoir un peu bougé à suivre, mais si je devais mettre une pièce, je mettrais quand même une pièce sur un départ en fin de contrat à la fin de l'année après une saison à 25 buts et 15 passes décisives. Ouais, donc, tu le vois un peu un destin à la Gignac, quoi. En gros, c'est un Voilà peu un ça. peu. C'est ça, clairement ça, et je pense on va pas mal, l'an prochain, mine de rien, enfin on en a déjà parlé plein de fois, mais l'an prochain, ça va être intéressant de voir la gestion de Mhm. l'effectif entre À Amavi, ma vie, Lopez, ouais. Thauvin, s'ils ne Germain, sont je pas, crois. ouais, un cas un peu différent, Valère Oui, Germain, oui, oui, bon. mais je crois qu'il est aussi en fin de contrat en 2021. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Mais voilà, ça va être intéressant de voir si on va refaire une Labrune fin 2015 où ben, Mhm. tu laisses partir Fanny, Morel, Gignac, Ayou. Donc beaucoup de monde quand même et des cadres de ton équipe. Donc voilà. Donc dis-moi Ryan, est-ce que Focal a un petit peu nous a un petit peu envoyé Non, des... non, j'ai pas de réponse de notre cher ami Focal 65, mais j'attends, hein, j'attends, je suis sur le Mal. chat, mais on a d'autres questions, si tu veux. Vas-y. Pour rester un peu sur Tovin, on a Mehdi qui nous dit que pensez-vous de la rumeur Tovin annoncée à l'Atalanta? Alors là, celle-là, je l'ai pas vue, personnellement, mais Oui, peut-être qu'elle alors est passée aujourd'hui. c'est ça, c'est un petit média local, Corriere di Mhm. Bergamo probablement, je parle pas du tout italien, qui l'a annoncé, qui ferait partie d'une liste avec également Memphis Depay et un troisième, je sais plus qui. Euh,
j'en pense pas grand-chose. Ça me paraît peu probable. Après, en matière de mercato, l'Atalanta est un club qui recrute très bien, mais qui ne recrute pas avec des très gros salaires. Donc, je pense que Thauvin ne semble pas faire partie de la grille salariale de l'Atalanta Bergame. Donc, ça me surprend un petit peu. Je trouve ça un petit peu improbable. Après, qui sait, peut-être aussi qu'ils vont se dire, écoutez, parce qu'il y a comment ça s'appelle, Ilicic, le Slovène qui a des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant dans le foot et malheureusement pour lui, donc on espère qu'il va s'en remettre, mais cherche un peu quelqu'un pour le remplacer. Je pense que financièrement, j'ai un peu du mal à croire à cette liste qui a été sortie, parce que même Memphis Depay, ça va coûter cher, le salaire. Oui, et puis même Mais si Depay, techniquement, il est un peu annoncé aussi à Dortmund avec le départ de Sancho qui se prépare, etc. Donc ça ouais. paraît un peu bizarre de voir, de voir Depay dans cette liste, parce que comme tu disais, l'Atalanta, ils n'ont pas une grille salariale énorme, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, en fait, l'Atalanta, ils ont plutôt l'habitude de vendre les tauvins et pas de Ouais, les acheter. c'est ça. Donc c'est un peu ça m'a vraiment surpris, mais voilà, ça c'est mon avis de prime abord. Je dirais qu'il Mhm. rentre pas dans la grille salariale du club. Après, qui sait? Je suis pas dans les entrailles de l'Atalanta Bergame et peut-être qu'ils réfléchissent à un changement de politique sportive, mais ça m'étonnerait fort. Ouais. Bon, merci à Daryl pour ton sub. Merci beaucoup. On a Pour moi, d'autres questions c'est un si tu veux. sandwich, hein. De quoi? Ah, bah, un sub, c'est un sandwich. Oui, oui, c'est Voilà, vrai. je sais pas ce que c'est un sub. Non, plutôt sub 30 ou sub. Non, mais Voilà, alors. c'est ça. Non, bah, du coup, un sub, c'est parce qu'on subscribe. Donc, du coup, les gens Ah, s'abonnent à nos chaînes et donc, du coup, on appelle ça un sub. Voilà. ah là là, c'est français, Les toujours termes actif. techniques de Twitch. Voilà, c'est comme ça. Vas-y, continue, Ouais. j'apprends. Alors, on a une question sur Cuisance de la part de Mehdi. Alors, qui est un Mhm. petit peu plus tactique cette fois-ci. Tout à l'heure, on parlait de son statut. Maintenant, Mehdi nous demande, avec la potentielle arrivée de Cuisance au milieu, selon vous, est-ce que vous pensez que Villas-Boas restera avec une pointe basse, donc avec Camara ou Gay en 6, ou est-ce qu'il passera avec une pointe haute et deux récupérateurs, style Camara et Rongier? Bah, je pense que la réponse, elle est un petit peu dans la La question? question, en fait, parce que quand t'as Camara et Gay, ça paraît être plus deux points de basse, justement, que tu dois Mhm. faire jouer seul en point de basse. Parce que le faire jouer tous les deux, ce serait peut-être un petit peu restrictif au niveau des ambitions de jeu. Et puis Cuisance semble plutôt avoir un profil de milieu relayeur. Donc je pense qu'on se dirige plutôt vers un comment dire un maintien de la formule tactique de l'an dernier. Je pencherais plutôt pour ça. Après peut-être aussi que tu vas jouer des matchs de Ligue des Champions. Là on a vu contre le Bayern de Munich, tu défends voilà, tu as 30% de possession de balle, il faut être très fort dans la récupération. Malgré tout, et Camara et Gay, ce sont pas des gens qui, enfin, c'est pas des gens qui ont des problèmes avec leurs pieds. Donc, qui sait, peut-être que pour certains matchs de Ligue des Champions, Villas-Boas fera preuve de flexibilité et se lancera avec deux points de passe. Après, la question qui était posée, c'était plutôt, ouais, c'était ça, deux points de basse et une pointe haute. Après, je sais pas, je sais que Rongier avait expliqué à son arrivée que les deux postes dans lesquels il aimait bien jouer, c'était dans un 4-3-3 en tant que relayeur ou dans un 4-4-2 avec, comme on dit, un peu à plat, c'est-à-dire avec un milieu à deux central. Et donc c'est vrai que la proposition est pas bête, peut-être de temps en temps en fait par intermittence sur certains matchs l'an dernier, Rongier passait un petit peu comme ça en deuxième milieu un peu défensif, on va dire en tout cas axial. Donc c'est des, enfin, je vois plus ça comme des options temporaires en fait, à très court terme, sur un match, peut-être sur une mi-temps, sur quelque chose comme ça. Mais dans l'idée, je pense que Cuisance, il a vraiment le profil pour plutôt faire partie d'un 4-3-3 et remplacer un Sanson ou un Rongier, enfin surtout un Ok. Sanson. Et tu penses que, enfin, là, c'est pas une question qui a été posée, mais c'est vrai que bah, sous Rudy Garcia, Payet jouait beaucoup en 10. Tu penses que c'est mort de chez mort de voir Villas-Boas jouer en 4-2-3-1 pour revoir un Payet en 10 Bah, parce que là, le repli défensif sur les derniers matchs amicaux, même si voilà, quoi, ça, les matchs amicaux veulent
pas dire grand-chose. Et c'était pas au rendez-vous, quoi. Donc, c'est vrai qu'Andy, s'il a moins d'efforts à faire à ce niveau-là, est-ce que tu penses qu'il pourrait d'un coup rejouer à ce poste-là? Bah, tu vois, c'est d'ailleurs en voyant cette vidéo que je me suis dit, il faut vraiment l'inviter pour faire un live. On avait fait un live avec Coach Doudou. Vous pouvez Ouais, retrouver sa, sa chaîne sa chaîne YouTube YouTube, ouais. sur, ça passe bah, sur YouTube, en fait. C'est là où se trouvent les Je chaînes vous la YouTube en mets, règle générale. je vous la mets dans le chat, la chaîne YouTube. Voilà. Et si tu peux même retrouver sa vidéo qui était sur Payet Ouais, en particulier, où il expliquait bien, j'avais trouvé très intéressante parce que il expliquait bien. Donc, tu vois déjà le terme de 10, c'est un petit peu, tu vois, est-ce que Xavi c'était pas un 10 quelque part dans l'idée? Est-ce que t'as des joueurs, enfin même de temps en temps, j'entends certaines personnes, ils te disent, est-ce que Alexander Arnold quelque part c'est pas un 10 vu le nombre de passes décisives qu'il fait par saison? Bon, c'est pas ça. Et je comprends ta question de base, mais ce truc de créateur, Payet, c'est un créateur. Donc en fait, c'est après de voir d'où il peut créer sur le terrain. Et ce qu'expliquait très bien Doudou, donc Edou, c'est que dans sa vidéo, c'est que quand tu es dans l'axe et que tu es face au but, donc tu as beaucoup plus de monde, il faut être beaucoup plus vif physiquement pour réussir à se retourner, à se mettre face au jeu, et que ça peut être peut-être plus difficile en fait que c'est un poste on voit qui tend un peu à disparaître. Alors pas le terme, pas le poste vraiment de créateur, mais le poste de 10, de mec qui joue vraiment derrière l'attaquant, etc. Donc je suis pas tout à fait, moi je suis pas favorable au fait qu'il rentre à nouveau dans l'axe. Et j'avais beaucoup apprécié ce que Villas-Boas avait fait avec Payet. Très tôt dans la saison, il avait dit non, je vais le laisser à gauche. Et on a vu la saison que Payet a fait. Et donc, je pense qu'il va repartir là-dessus parce que Payet peut vraiment beaucoup créer, peut animer tout le jeu de l'équipe en partant de la gauche. Encore une fois, je vous renvoie la vidéo d'Edou. Il faut pour ça qu'il y ait un milieu relayeur qui prenne certains espaces, qui va libérer en redescendant et un arrière latéral qui passe dans le dos. Ce qui s'est passé au fur et à mesure de la saison avec Sanson et Amavi, c'est sans doute aussi ce pourquoi Sanson a fait une bonne saison. Donc en fait, ce poste de Payet en 10 axial, en fait, je pense que des fois, c'est un peu un fantasme, tu vois. On a tous grandi avec Zidane, avec Rui Costa, avec ce genre de grand numéro 10. Donc, on a cette idée que le numéro 10, il doit être dans l'axe, il doit être là. Mais par moment, et on l'a vu avec Rudy Garcia et Payet dans l'axe, et je pense que le joueur aussi, tous les joueurs aiment, les créateurs aiment être dans l'axe, tu vois. Tu te dis, bon, c'est là où je vais toucher le plus de ballons, etc. Mais je pense que c'est un peu contre-productif, que c'est un fantasme qui peut parfois être un peu contre-productif, la figure du 10 qui doit être dans l'axe. Et que maintenant, beaucoup de grandes équipes ont leur 10 plus bas sur le terrain, en milieu relayeur. Parce que Pirlo, c'était pas un 10, c'était pas un 10, tu vois. On va dire, oui, maintenant c'est un regista, c'est quelque chose comme ça. Mais un Mhm. créateur, moi, ce qui m'importe, c'est que Payet, en fait, il soit mis dans des bonnes conditions créatives, que tout s'articule autour de lui, qu'autour de lui s'articule une animation de jeu. Et je pense que le faire à gauche, c'est plus simple pour lui que de le faire dans l'axe. Et là aussi à gauche, pourquoi? Parce qu'à gauche, on a aussi des préconçus, des idées préconçues. C'est-à-dire qu'on se dit à gauche, un ailier dans le football français, c'est Romain Alessandrini à Rennes, il fait des allers-retours et il fait des centres. Et ça peut être ça, ça l'est de moins en moins, n'empêche. On voit beaucoup les fameux faux pieds, etc. Et donc c'est pas tout à fait un ailier en fait à gauche. Dimitri Payet, c'est un meneur de jeu décentré en fait. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Est-ce que même de l'autre côté, puisqu'on parle là-dedans et que c'est intéressant, je trouve, est-ce que Florian Thauvin, tu vois, c'est un ailier? Comment tu veux dire c'est un ailier, Florian Thauvin? Pourtant, est-ce que tu vois, il répond pas non plus aux critères, tu vois, Oui, c'est pas Sterling, quoi. classiques traditionnels. Voilà, c'est pas Sterling. Voilà, très C'est bon pas un tout. exemple, Enfin, Sterling. ouais, parce que tu sais, t'as souvent cette image d'ailier qu'on dit c'est un peu un tout droit, c'est des mecs Voilà, qui font enfin, tête baissée. Radonjic, tu vois, c'est un vrai ailier, quoi. Radonic. Radonjic, c'est Voilà, un vrai ailier finalement, tu vois, même s'il est un peu moins performant que Payet sur le côté gauche, tu vois, vraiment un mec qui peut jouer sur un côté.
Ouais, t'as raison. Radonjic, c'est un peu le cliché de l'ailier, ce qui fait qu'on l'aime bien, parce qu'on aime bien quand même le football à papa. On a envie de voir réussir ce genre de mec. Mais prends Liverpool, par exemple, tu vois, Salah et Mané, qui ont des profils vraiment pour être des ailiers. Bah, donc déjà, Salah, depuis qu'il a pris 30 kilos de muscles, il est... Bon, Et qu'il a j'ai pas changé de envie de coupe de dire qu'il cheveux est pour me pas... ressembler aussi. Ça, tu peux le dire. Ouais, voilà, bah, Ouais, voilà. t'influences tout le monde, hein, Ryan. Mais tu vois, il a déjà un peu moins ce profil d'ailier pur qui va sur le côté et qui centre. Il est dans la surface de réparation et il termine les actions et il donne des coups d'épaule aux défenseurs de première ligue qui volent. Et puis après, il fait des poses de yoga. Mais voilà, par exemple, ça là, c'est un bon exemple. Dans le foot moderne, je pense qu'il faut un petit peu sortir de ces conceptions un petit peu fermées de numéro 10, d'ailier, de trucs. Et ah oui, Liverpool, c'est un bel exemple, ce qu'ils font avec ces ailiers qui avaient tout du profil typique d'ailier qui se transforme en buteur. Firmino, qui est leur meneur de jeu, mais qui joue en pointe. T'as Alexander Arnold et je trouve plus le nom de l'autre Robertson, et qui sont des latéraux qui jouent beaucoup. Enfin bref, tu peux développer, mais voilà, ce qui est important, Hmm. c'est que je pense qu'il faut pas s'attacher trop au poste et que Dimitri Payet peut être un super 10 à gauche. Ah, ça, c'est, tu vois, c'est un beau final. Ça peut être un super 10 à gauche. Mais ouais, mais Voilà. c'est vrai. Bah écoute, maintenant on va parler des attaquants parce que récemment on a eu pas mal de rumeurs. On a eu Mbaye Niang, l'italien, le jeune italien Smaka ou un truc comme ça j'arrive jamais à le dire. Et à Chamaka, je l'écrire, crois. ouais, Chamaka ou Chamacha, parce que je sais pas comment ça se prononce. ouais, ah oui c'est vrai vu qu'il y a un SC et après Il y a deux C, ouais, donc voilà. double C après, tu vois. Donc, Donc voilà, bon, ce jeune joueur italien. Et puis on a eu aussi Slimani. Donc là, du coup, la question porte un peu sur Slimani. C'est Ilyes qui nous dit: Salut la team, c'était pour vous demander, pour vous, quel attaquant est le plus proche de rejoindre l'OM cet été? Perso, je préférerais Slimani. Qu'est-ce que quel t'aimerais, toi? Bon, attaquant après, avec le prénom, on se doutait qu'il préférait Slimani. Moi aussi, je préférais Slimani. Mais, euh, mais ça, c'est du communautarisme. Mais du coup, selon toi, qui pourrait éventuellement rejoindre l'OM cet été? Qui serait le plus proche, sans parler d'infos, hein, bah, mais juste de feeling? bah, je préfère quand même me baser un peu sur des infos, mais après, des infos mercato, on en a quelques-unes, mais on les a eues sur d'autres postes, sur le défenseur de Toulouse, sur Enzo Lefebvre, sur ce genre de choses. Donc, on n'a pas trop eu d'infos sur le mercato. Par contre, Fabrice Lamperti, qui était avec nous dans l'apéro mercato, lui nous a dit, voilà, et d'ailleurs parce que Villas-Boas lui avait dit en interview, que Villas-Boas cherchait pas un profil de type Mbaye Niang. Donc ça déjà, ça élimine un peu Chamacha et Mbaye Niang, hein, de fait. Enfin, même si Villas-Boas l'avait bien éliminé. Après, si tu me demandes mon attaquant parfait idéal, enfin dans le fantasme, moi j'aime les attaquants beaux, techniques. Je m'attache pas non plus trop aux positions. Après, il faut que ça fasse, que ce soit cohérent dans l'équipe. Slimani, c'est vrai que c'est quand même un petit peu séduisant parce que c'est loin d'être qu'un pivot. C'est un mec technique. Il l'a montré l'an dernier à Monaco. Je l'ai vu faire j'étais épaté par Slimani vraiment parce que moi j'avais vu surtout avec l'équipe d'Algérie où il a fait des très bonnes choses et de moins bonnes aussi. Mais là, je m'étais dit, ah ouais, putain, il est quand même sacrément technique, l'ami Slimani. Il faisait vraiment au niveau de sa complémentarité avec Ben Yedder, c'était très bon. Et en plus, vraiment, avec ses pieds, il arrivait à trouver des passes très intéressantes. Après, Slimani, on l'a déjà dit, c'est vieux, ça coûte cher en salaire. Donc je suis pas sûr d'être vraiment pour Slimani. Donc dans l'idéal, mon idéal, ce serait Slimani à 20 ans. Donc ce serait ça et ce serait pas mal, même s'il est encore inconnu, qu'on ait scouté ce genre de profil qui peut être technique, qui a un potentiel physique et qui, même s'il n'est pas fini,
c'est pas grave, c'est Dario Benedetto le titulaire, et lui il va rentrer lui il va être derrière pour apprendre dans un grand club. S'il marque 2 buts, on va l'adorer, tout le monde va l'adorer, va le demander titulaire, mais Villas-Boas sera assez intelligent pour bien le gérer, et dans 1 ou 2 ans, on a un super attaquant. Donc ça, ce serait l'idéal, ce serait d'aller chercher Slimani à 20 ans. Donc si vous avez des idées de joueurs qui ressemblent à Slimani à 20 ans, n'hésitez pas, parce que machin, il a l'air d'être un peu comme ça, mais parce que c'est vrai que même en fait quelque part, même Mbanyang, tu vois, il a un peu ce profil de mec. Enfin, on a aussi ce cliché un petit peu. Bon, c'est un grand costaud, un point d'appui, comme on dit. Sauf que il est aussi assez technique, l'ami. Mais c'était un ailier. Quand il jouait à Milan, quand il jouait au Torino, il jouait Ouais. sur des côtés, enfin, sur le côté gauche plus. Ouais, voilà. Mais en France, on a un peu zappé ce moment où il Oui. est parti en Italie. Donc voilà, on le voit comme un grand costaud, parce qu'à Mhm. Montpellier, il jouait plutôt dans l'axe aussi. Et à Caen, où il se révèle, il est aussi plutôt dans l'axe. Ouais. Et en équipe de France Espoir, il était aussi un peu dans l'axe. Donc voilà. Mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment le profil. Après, encore une fois, moi, je veux du talent et puis je veux que ça fonctionne. Il faut se dire, il faut réfléchir en termes. Tout à l'heure, on a parlé de Payet à gauche. Donc Payet, c'est quelqu'un qui est un peu plus loin du but, mais qui cependant, en étant un peu loin du but, si tu joues avec lui, tu vois qu'il a une bonne frappe de 20 à 25 mètres. Et l'an dernier, il a quand même, je pense qu'il fait, il est peut-être pas loin de faire sa saison record en nombre de buts marqués. Donc c'est quelqu'un qui peut marquer. Tu vas avoir Thauvin de l'autre côté, c'est un finisseur aussi. Donc c'est aussi quelqu'un qui va t'apporter sa dizaine de buts minimum. Mhm. Euh, donc, qu'est-ce qu'il te faut là? Qu'est-ce qu'il te faut comme type d'attaquant? C'est ça, c'est ce à quoi il faut réfléchir. Est-ce que Benedetto va peut-être aussi mieux jouer maintenant qu'il aura Thauvin, maintenant qu'il aura quelqu'un d'autre qui sera proche de lui dans la surface à qui pourra servir et qui pourra marquer des buts aussi. Donc j'ai pas d'idée arrêtée en fait sur le poste d'attaquant. Ok. Et je pense à un truc aussi, Ryan, Mhm. c'est qu'on a dit qu'on reviendrait à cette question sur Jacques-Henri Hérault. Donc, est-ce qu'on a eu des Ouais. news dessus ou pas? Non, toujours pas. Je pense que notre cher ami a posé la question et il est parti. Bon, on peut y Ouais. répondre si tu veux, parce que ça m'intéresse Ouais. beaucoup, moi. Est-ce que Ouais, bah Jacques-Henri vas-y. Hérault est fait pour le foot? Mhm. Ryan, est-ce que Jacques-Henri Hérault est fait pour le foot, selon toi? Alors, moi, j'ai une idée un peu particulière sur le poste de dirigeant, surtout sur le poste de président. Pour moi, un président, il n'est pas forcément. Enfin, c'est pas nécessaire d'être un expert à 100% du football. Mais ce qu'il faut savoir faire, c'est déléguer. Mais bien déléguer. C'est un peu comme McCourt quand il donne toutes les clés à Hero. Pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que tu peux pas, en étant investisseur ou en étant président, donner l'entièreté de la gestion d'un club à quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc si un président arrive, il donne son club à un directeur sportif et qui lui donne les pleins pouvoirs, et que ce directeur sportif connaît bien le football, etc., moi, ça me gêne pas dans l'absolu, tu vois. Je m'en Mhm. fous, en fait. Le gars, il est là, et c'est un dirigeant, il fait un peu de paperasse, enfin, il signe les contrats et des trucs comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais juste quand tu donnes les clés au mec qui est censé vraiment chapeauter toute la partie sportive, bah, il faut que ce soit un gars qui connaît le football. Là, si tu me dis on prend un directeur sportif qui connaît moyennement le football, là, je te dis non. Mais un président, ça me gêne moins. En fait, ce que tu dis, toi, c'est que ça dépend en fait de son entourage, quoi. C'est que Ouais, Jacques-Henri voilà. Hérault, à la limite, ça passerait si. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que, par exemple, Andoni Zubizarreta, c'était pas le directeur sportif idoine pour Non. quelqu'un qui. Enfin, c'est plutôt le triumvirat sur lequel Avec on Garcia, ouais. voilà, c'est que t'avais un déséquilibre dans la Mhm. force, quoi. Alors que c'était sur ça qu'il aurait dû se reposer. Finalement, t'avais un Zubizarreta qui est plus, qui va pas au conflit, et un Garcia qui veut prendre le pouvoir. Donc au final, t'as eu un dérèglement des pouvoirs et Hero a pris beaucoup de place là-dedans et c'est pas passé. Donc bon, là-dessus, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Mais moi, ce qui m'intéressait sur cette question, c'est ce que Hero est fait pour le foot et c'est de voir un peu le profil des gens qu'on a à la tête des clubs de foot de nos jours.
C'est-à-dire que ce sont un peu, que c'est limite l'antichambre de la politique. C'est des énarques ou des profs à Sciences Po ou alors des industriels ou des hommes d'affaires plus ou moins comme ça. Mais c'est même pas des industriels, tu vois, comme Leclerc par exemple, le président de l'OM dans les années 70, qui se dit bon bah je vais mettre de l'argent et qui va vivre son aventure passionnelle dans le club avec des défauts, avec un peu ce qu'a fait Boudjelal à Toulon finalement, mais à une autre échelle, il pouvait pas forcément le faire à l'OM, je pense. Mais tu avais ce truc-là, donc tu t'attachais un petit peu. Maintenant, dans le foot, tu as désormais des, des gens qui sont là pour faire de l'argent, pour faire des plus-values, pour augmenter le capital d'un club et qui ont un profil qui est très éloigné de la passion en fait, c'est ça. Ils ont un profil qui est très éloigné de la passion, ils sont dans la rationalité et sauf qu'ils veulent être dans la rationalité, ils arrivent dans un milieu qui est complètement irrationnel et ils se perdent complètement. Donc voilà, pour moi c'est ça qu'on a en fait, tous ces profils de mecs là, ce sont tous un peu, comment dire, le même modèle, mais des mises à jour différentes, quoi. C'est-à-dire que tu vois, bon, la Brune, il venait de la com, donc bon, c'était un peu différent. Mais c'est aussi un mec qui pense, qui arrive, qui dit bon bah voilà, ça va, je vais comprendre. Je suis quand même assez malin pour comprendre tout ce qui va se passer. Et puis en fait, il comprend pas tout ce qui va se passer. Il essaye d'être rationnel comme il a pu le faire, de tirer les ficelles comme il a pu le faire dans la com, notamment à la télé, etc. Et puis bah ça marche pas. Et puis bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah après il perd les pédales et ça devient n'importe quoi. Héros, il vient, il nous dit oui, bon, je vais faire un truc très rationnel. Et puis au final, ça passe pas. Et en fait, le modèle héros, c'est le nouveau modèle à la mode. Donc c'est des mecs comme ça qui arrivent, qui sont issus de la finance, issus de grandes écoles ou de machins comme ça, et qui pensent que bah, tu gères un club de foot comme tu gères n'importe quelle entreprise en fait, et ça foire. Donc je sais pas si si c'est simplement Héros qui n'est pas fait pour l'OM ou si c'est tout le milieu du foot qui se fourvoie à partir dans la mauvaise direction, parce qu'en plus on te dit ok, on ramène ces mecs là dans le foot, mais vous inquiétez pas, c'est pour être bon au niveau financier. Et tous ces mecs-là, ils sont pas bons au niveau financier parce que c'est pas un milieu rationnel, le milieu du foot. Donc il faut que tu agisses différemment. Donc il faut peut-être que tu agisses avec passion ou avec fermeté ou avec et puis il faut que tu fasses un peu il faut que tu fasses un peu du populisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que populisme, c'est quelqu'un qui parle à la population. Et donc, il faut peut-être que tu fasses des actions qui sont là pour faire plaisir à la population. Et Pape Diouf était un peu populiste par moment. Et pourquoi pas, tu vois, il répondait à la population. Et pourquoi le sport le football n'est pas un sport populiste? Bien sûr que si, c'est le sport qui va le plus à la population. Donc il faut que tu donnes ça, mais ces gens-là ne le donnent pas. Et, donc ils font tout ils pensent être rationnels, ils vont pas vers la population et au final, ils se retrouvent avec des clubs très mal gérés et ils sont dans un milieu irrationnel qui les dépasse et qui les bouffe. Donc oui, non, je pense pas que Jacques-Henri Hérault soit fait pour l'OM, mais je pense que c'est un problème qui est plus général. Que dans le foot français, on pense que les dirigeants qu'on mette simplement des mecs qui sont censés avoir des compétences de gestion, managériales ou ouais. d'entrepreneurs et Mm. dans des milieux qui sont beaucoup plus rationnels et que ça va marcher dans ce milieu irrationnel. Et enfin, je terminerai. DJ Poulmer a dit aussi un truc récemment. Il a dit les investisseurs américains ont peut-être trop tendance à penser qu'en mettant des vrais businessmen à la tête des clubs, tout va tourner parce qu'ils voient un petit peu les clubs français ou les clubs européens gérés par, je sais plus quelle était son expression, mais quelque chose comme des petits notaires de province ou des mecs pas très professionnels. Donc, tu ramènes un mec très carré, très financier, ça va tourner. Eh ben ça marche pas. Et ça ça veut dire quelque chose. C'est le milieu du foot, c'est pas rationnel. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette offre de rachat qui prend du plomb de jour en jour, mais si elle était si attractive pour les supporters de l'OM, c'était Boudjelal, héros. Ouais. Et alors Boudjelal aussi, il a perdu un peu de sa cote de popularité, mais tu te disais, bah Boudjelal, ça va être la passion, il va comprendre un truc, il va faire, tu vois, il va être un peu ce côté populiste, mais dans le sens donné à la population. Donc voilà un petit peu, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors c'était un peu confus, je suis désolé, mais des fois j'ai tendance un peu à vouloir dire trop de choses. Mhm. Non, mais c'était assez intéressant parce que c'est vrai que
cette personne a posé cette question et puis après a pas pu débattre un peu avec nous. Mais c'est vrai que quand même un sujet qui est qui déjà peut se décliner à plusieurs clubs et c'est comme tu l'as fait, quoi, de discuter un peu de la France déjà. Mais est-ce que c'est un problème qui est lié seulement à la France ou dans d'autres pays? Parce que j'ai pas non plus de connaissances énormes dans toutes les directions de chaque club européen. Je sais qu'en Allemagne, notamment, ils essaient quand même de prendre d'anciennes légendes du club Et en pour les... Allemagne, tu as aussi ce système du 51-49, c'est-à-dire qu'un Oui, oui. investisseur étranger ne peut pas avoir. Alors Mhm. apparemment, il y a certaines dérives, il y a certains trucs avec les clubs Red Bull Oui. ou peut-être Dortmund aussi, il y a certains petits passe-passe, etc. Mais ça limite déjà certaines choses. Mais c'est vrai que moi non plus, je suis intéressé par les clubs ukrainiens. Donc là, c'est Wolo total. Donc on va pas en parler. C'est des oligarques qui font n'importe quoi, qui perdent de l'argent et qui détruisent les clubs. Et donc on va pas en parler. Et puis après, je m'étais aussi pas mal intéressé à un moment au club argentin. Et là aussi, c'est un peu différent. T'as des socios, t'as des trucs comme ça dans certains clubs. T'as Angelici, ce genre de trucs à Boca. Donc c'est un peu différent. Et ouais, je sais pas trop si c'est, mais en tout cas dans le milieu du foot en France, c'est un peu plus le cas. T'as des Ferry par exemple à Lorient. Lorient qui remonte. Et Ferry, c'est un trader, c'est un mec qui va à la bourse et qui vraiment vend des machins, quoi. C'est ça le truc. Ola, c'est un peu le précurseur de ça, même si lui c'est bien plus pris au jeu et a fait et avait était entre les deux en fait. Il était un peu entre le président à la papa, l'ancienne génération, et le nouveau ultra businessman. Et il était très critiqué à l'époque quand il parlait de OL coiffeur, etc. Et maintenant tout le monde dit c'est normal. Donc je pense qu'Olas, il a fait autant de bien que de mal au foot français. Et oui, t'as beaucoup. Et à l'inverse, il reste quelques. Même un club comme Montpellier, alors c'est un truc familial là, c'est différent, c'est que les Nicolins, voilà, c'est de père en fils, etc. Mais le fils Nicolin, c'est pas son père. Fils Nicolin, il essaye d'avoir les codes du football français, les codes un petit peu plus entrepreneurial, de construire son stade, etc. Truc. Donc c'est en train de se multiplier. Ce genre de profil est en train de prendre le pouvoir un peu partout en France, même si encore une fois à Montpellier, bon, on en est quand même assez loin. Hein. Mais oui. Et puis surtout le profil du mec qui pense qu'il va tout gérer dans le foot très facilement, qui comprend tout à fait ce qu'est le football et qu'on va pas lui faire parce qu'en fait c'est que des tocards et des pecnos qui sont dans ce sport, qui font n'importe quoi. Alors oui, ils font n'importe quoi, mais penser que toi tu vas arriver là-dedans et que tu vas mettre avec ta gestion d'entreprise tu vas mettre de l'ordre, c'est se fourvoyer. Et par exemple à Nîmes aussi, qui a fait des très bonnes choses, mais qui à mon avis devait beaucoup à Blacard qui vient de partir. Je suis un peu, enfin, j'ai un peu envie de voir à quoi ça va ressembler, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Il y a plein de gens qui ont un peu réagi dans le chat. Déjà, on va remercier Mehdi qui s'est abonné à la chaîne. Merci à toi, Mehdi. Ouais, donc on nous a parlé un petit peu des PowerPoint de Jacques-Henri. Ça passionne les gens à chaque fois. Mais il a un peu arrêté, là, les gars. Faut arrêter un petit peu de l'embêter avec ce truc-là. Ça fait un moment qu'il en a pas fait. Parce qu'il n'y a pas de Mais conférence c'est de un beau presse. symbole. C'est un beau symbole de ça. Oui. C'est un beau symbole de ça, les PowerPoint. C'est-à-dire, Oui, oui, cette alors image. voilà, vous êtes dans votre milieu bordélique et moi je vais vous apprendre comment on fait en Mhm. étant rationnel. D'accord, mais tu nous fais un PowerPoint pour présenter Grégory Sertic. Le concept Grégory Sertic à l'OM, c'était irrationnel. Donc tu peux faire des PowerPoint pour rationaliser ça. C'est pas Mhm. rationnel. Mais en effet, il y avait un peu ce côté-là. Et c'est vrai que Hero a été assez populaire les premiers mois, mais c'est très vite parti parce que ce côté-là où tu donnes la leçon à tout le monde, eh ben ça s'est vite retourné contre lui, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un truc aussi comme ça. Tu vois, quand tu vas travailler en entreprise, supporter de l'OM aussi, c'est quelqu'un qui travaille, Mhm. comme tout le monde, quoi. Et à un moment, tu vois, et on a tous des relations avec nos patrons. Bon, moi, ça va à peu près, mais on a tous des relations avec nos patrons. Tu vois, des fois, ils te font chier, quoi, les patrons. Et en fait, à un moment, le supporter de l'OM, il est rentré dans une relation où lorsqu'il allait pour son loisir, pour sa passion, eh ben, il rentrait à nouveau dans une relation patron Mhm. patron
à employer, quoi. Et ça passait quand tu disais, ouais, mais ok, c'est pour aller sur le toit de l'Europe, mais il y a un moment quand Mais ça marchait maintenant, ouais, plus, quand, voilà, c'est, voilà, quoi. Bref, je pense qu'il y a eu un peu un truc comme ça. Et mhm. Une espèce de moi, j'aimais cassure à beaucoup ce les niveau-là, Power, quoi. et voilà, une cassure même Mhm. psychologique par rapport à ce truc dont on parlait tout à l'heure. Le football, c'est aussi un truc populiste. Populiste, ouais. Et pourquoi pas? Parce que populiste n'est pas qu'un mot moche, en fait. C'est aussi aller vers le peuple et faire des trucs bah, qui font plaisir au peuple. Parce que si tu fais pas plaisir quand tu fais du football et que tu rationalises même le football, il y a un moment, tu vois, il faut quand même une folie, il faut quand même quelque Mhm. chose. Tu vas pas pour te taper le rapport que tu dois donner à ton N+1. C'est pas ça le truc vers lequel tu vas vers le football. Donc, il y a un truc comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup le moment où le tableau, là, il se rétractait, sur lequel était projeté le PowerPoint et ça faisait et ça me faisait penser à un épisode de Bref où il va à un mariage et ils Ah essayent de oui. montrer un truc diapositif et Mhm. ils ont essayé de le faire descendre. Il n'est pas descendu. C'était très Kian drôle. Kojandi Donc, qu'on embrasse s'il nous regarde. voilà. Voilà. J'adore ce gars. Déjà, d'ailleurs, voilà, petit aparté, si vous aimez bien Bref et tout ça, Kian Kojandi fait un podcast qui s'appelle Un bon moment et qui est très très bien. Et ceux qui aiment Bloqué aussi, bah, la série Bloqué qui était sur Canal+, il y a un épisode avec Orelsan, Gringe et Bruno Muschio et Flaubert aussi, pardon, je l'oublie, qui parle de tout ça et c'est vraiment super intéressant. Bon, petite aparté terminée. Et un dernier petit truc, c'est Ouais, qu'un vas-y. jour, je l'ai rencontré sur le Vieux-Port, Kian Kojandi, parce Ah ouais. qu'il était venu faire son one-man show. Oui, Enfin, oui, il y je a un one. l'ai pas fait chier, mais je l'ai vu parler à un pêcheur, donc je me suis dit, ah ouais, Ouais, c'est ouais. Kian Kojandi. Voilà, donc je suis parti. Ah, c'est le gars de Bref. Ouais. Ça, il doit Voilà, l'entendre tous c'est les ça. jours, le pauvre. Alors, on a Wasmo qui nous dit: Salut Ryan, petite question. Comment ça se fait que zéro recrue des OM School, enfin qu'il n'y a eu aucune recrue de OM School cette saison? À quoi ça sert d'ouvrir des centres si c'est pour ne pas piocher dedans? Ben, moi personnellement, je te dirais que c'est parce que les OM School et tout ça, c'est encore très jeune et qu'on verra les retomber peut-être dans les années à venir. Mais peut-être que Mourad a une autre explication, je sais pas. Mais je pense que c'est pour ça, parce que là, on est en 2020, certains ont été ouverts en 2018, voire un petit peu avant, mais on peut pas encore Oui, bah revoir les. Ouais, voilà. c'est ça, c'est un peu Mm. trop jeune. Et puis après, les OM School, c'est un peu aussi une vente de licence OM, c'est-à-dire que Ouais. tu vends la licence OM et tu dis, OK, donc de temps en temps, tu vas faire quelques opérations, il y aura peut-être des éducateurs qui vont venir une fois l'année pour s'assurer. Il est censé avoir quand même comment dire, une charte OM qui doit être appliquée dans ces OM schools, mais grosso modo, ce sont des écoles de foot un peu plus ou moins reliées à l'OM, et ça fait que 2 ans que ça a ouvert. Après, je pense que s'il y a un craquito là-dedans, peut-être que l'OM aura quand même la priorité, mais sur le fait, je n'attends pas trop de joueurs qui soient issus de ces OM schools. Par contre, Mhm. ce qui est censé être un peu plus intéressant, c'est les partenariats avec les clubs africains. Donc là, par contre, j'en attends un peu plus. Et c'est vrai que là, il n'y a pas encore grand-chose de sorti. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse un peu plus. Et il faudra en effet scruter ça en espérant que ce soit pas un peu des coquilles vides parce qu'on vous en avait parlé sur FCM. OM Nation, par exemple, c'est un peu des coquilles vides. Alors j'avais fait plusieurs articles et j'avais notamment récemment interviewé le mec d'OM Dubaï, Chris, David, il me semble aussi le mec d'OM Jérusalem, et puis un troisième, enfin des personnes qui me disaient oui, ok, en fait, ce qui est excellent dans OM Nation, c'est que tu reconnais ces groupes de supporters, tu les reconnais comme faisant partie de la famille OM. Donc ça, c'est excellent. C'est une très bonne initiative. Et par exemple, maintenant, malheureusement, avec le drame de Beyrouth, on voit que voilà, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Mais tous les supporters marseillais sont avec, enfin voilà, pleurent c'est la disparition, par exemple, de Cyril. Et encore une Mhm. fois, on est vraiment attristé de ça. Donc ça, c'est une bonne chose, que tu intègres des supporters un peu partout. Par contre,
Au début, tu leur demandais de payer 50 balles pour un drapeau et un porte-clés et des trucs auxquels ils n'auront jamais accès. Et en plus, le drapeau et le porte-clés, ils le recevaient pas forcément. C'était un bordel monstre pour acheminer le machin, etc. Ou alors, tu demandais à des mecs, à des Américains qui parlent pas français, ouais, mais vous avez accès à nos vidéos sur la chaîne, sur le site de l'OM, ça les intéressait pas non plus. Donc en fait, tout l'offre, tout le package est un peu une coquille vide. Et c'est une coquille vide pour laquelle on te demande de payer. Donc c'était un petit peu moyen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts comme ça lancés par cette nouvelle équipe de l'OM où je me dis ça ressemble un peu à une coquille vide pour laquelle on te demande de payer. Il y a pas mal de trucs un petit peu comme ça, comme par exemple aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi on nous a annoncé la signature d'un rappeur que je connaissais pas personnellement et que Ah oui, Idriss qui travaille avec nous connaissais pas non plus. Il m'a dit mhm. je sais pas qui c'est ce mec, voilà, ça c'est un peu le genre de coquille vide à laquelle, ou alors les promesses que tu fais à Jean-Pierre Papin quand tu es Jacques-Henri Hérault. Il y a beaucoup Mhm. de coquilles vides qui ont quand même été lancées. Donc COM School, attention à ce que ce ne soit pas des coquilles vides parce qu'il y a beaucoup de clubs qui lancent des schools et qui sont des coquilles vides. Donc voilà. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que maintenant le football, ça devient un truc tellement déshumanisé, t'ouvres des machins et tout qui veulent rien dire, c'est exceptionnel. Mais d'un autre côté, bon, tu as quand même réussi à intégrer ces fous de l'OM un peu partout Mhm. dans le monde et ça c'est respectable. Bon, on va rester un peu sur les jeunes. On a Tommy Allelom qui nous dit l'OM va-t-il prêter ses deux jeunes gardiens comme Simon ou Dia afin de leur donner du temps de jeu et de les préparer à être numéro 2 voire numéro 1 l'an prochain. C'est en tout cas une requête de Dia notamment. Je pense que Dia c'est celui qui a le plus intérêt à partir et c'est celui pour lequel l'OM va le moins s'accrocher parce que ça fait un an déjà qu'il est avec le groupe pro et puis là Simon a l'air d'être devenu le gardien numéro 3. Donc j'imagine bien un prêt pour Dia et que Simon reste pour apprendre aux côtés de Mandanda et puis ça semble être un peu la tendance, Will Court, le gardien, l'entraîneur des gardiens, insiste beaucoup sur le fait que Mandanda et Pelé transmettent à Simon et Fabio Vanni aussi, qui lui, à mon avis, est plus destiné pour la réserve quand même. Mais voilà, je pense que Simon va rester en tant que troisième gardien pour apprendre au contact de deux grands professionnels et que Dia risque, lui, par contre, de partir en prêt. Et puis, il a fait la demande. Ouais, c'est vrai, il a fait la demande récemment. C'était à Foot Mercato si je me souviens bien. J'étais en C'est ça. vacances, mais j'ai suivi, tu vois. J'ai suivi ce petit truc. Bon, je suis désolé par rapport à Coin Coin 447 qui nous a envoyé un message tout à l'heure et je l'ai pas vu, je viens de le voir, qui nous dit sinon coucou des pompiers sur le live, je suis de garde demain. Bah voilà, bah, bon courage à toi. Bon Euh, courage à toi. ouais, Et puis merci pour le travail. Et puis exactement. merci. Je sais pas si t'es dans la région, mais là, avec ce qui se passe en ce moment, vous devez avoir beaucoup de taf, donc courage à vous. Euh, donc on dit parlons, alors bah, c'est Loïc là qui nous dit parlons un peu football. Balerdi, de ce qu'on a vu, c'est plutôt positif ou pas? On l'a vu debout de match, si je me souviens bien. Mourad, est-ce que toi, il t'a épaté de son talent avec ses 30 minutes de jeu? Alors, je vais ressortir l'habituel couplet. Attention, les matchs amicaux, on peut avoir des fausses impressions, etc. sur des joueurs lors des amicaux. Donc voilà, Saïf Eddine Khaoui et ses frappes en pleine lucarne m'ont vacciné là-dessus. Donc on l'a pas assez vu contre le Bayern de Munich. Il a fait une très bonne entrée, qui a d'ailleurs été saluée par la Provence, il me semble. Voilà, non, j'attends de le voir, Balerdi. Je suis assez enthousiaste quand je le dis. Renato Sivelli qui le présente comme quelqu'un qui a quand même de la propreté dans son jeu, mais qui a quand même du sang argentin. Donc j'ai envie de voir, j'ai très Mhm. très envie de voir Balerdi. En fait, j'ai très envie de le voir jouer. Mais pour le moment, j'en ai vu beaucoup trop peu pour émettre un quelconque jugement sur le joueur. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu Désolé. compliqué. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'en parler. On a vraiment vu très 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 peu de Balerdi. Euh, je vais juste essayer de récupérer une autre question du coup. Tac tac tac.
Ah oui, donc on nous dit Marseille. Bon, je vais enlever les gros mots. Marseille a-t-il des chances d'avoir enfin un Bernard Tapie qui aura les d'acheter des pépites pour emmener l'OM en Ligue des Champions chaque année? Bon, c'est un peu utopique, mais est-ce que selon toi, on va essayer un peu de modifier la question, est-ce que c'est possible un jour de voir Hérault partir et d'avoir un autre président à l'OM là, dans les années à venir? Enfin, sincèrement, si j'étais Franck McCourt et que je voulais éteindre la contestation, je pense que actuellement, t'enlèves Jacques-Henri Hérault de l'Olympique de Marseille et tu mets quelqu'un qui peut un peu arrondir les angles avec les supporters, etc. Franchement, je crois que plus personne ne se soucie des histoires de vente, etc. Et puis tout le monde sera heureux d'avoir André Villas-Boas. Et en plus, voilà, peut-être que le nouveau président pourra mieux expliquer la phase 2 de l'OM Champions Project, etc. Donc en fait, moi bien sûr, je me dis bah oui, en fait la solution ce serait simplement de changer Jacques-Henri Hérault. Mais est-ce que Jacques-Henri Hérault peut être sorti de ce projet? C'est vraiment quelque chose, je me pose la question, parce que ça me paraît tellement évident que pour calmer la contestation, c'est ce qu'il faut faire. Mais il paraît jamais être mis en danger par Franck McCourt. Alors pourquoi? Alors il y a de un le fait que ce soit Hérault, un peu l'homme de base de Franck McCourt, que le projet il est basé sur Hérault, McCourt et donc DJ Kyo. Donc il y a un petit peu de ça, c'est un petit peu comme si toi et moi, Ryan, on monte un projet et qu'après tu fais n'importe quoi, hein, parce que moi je vais juste mettre l'argent, tu sais, je suis très riche et que tu vois, après je me dis bon bah je peux pas le virer, c'est avec lui que j'ai créé le projet. Donc il y a un petit peu ça, qui expliquerait qu'il parte pas. Les mauvaises langues diront, il y a aussi peut-être un peu le fait que Hérault le baratine un peu sur ses exploits à la tête du club et que Franck McCourt il s'en fout des supporters et il s'en fout. Enfin, les supporters pour lui c'est une fan base, c'est Hmm. l'Olympique de Marseille, c'est un investissement financier donc il s'en fout. Après le deuxième truc, la deuxième hypothèse, on me demande souvent est-ce que Jacques-Henri Hérault a des parts dans l'Olympique de Marseille et donc je répète à tout le monde dans les sociétés françaises de l'Olympique de Marseille, Ouais. Jacques-Henri Hérault a 0 part. Il reste que ces deux sociétés françaises, la SSPOM, Sa Holding Eric Soccer, sont détenues par une société qui s'appelle OM LLC au Delaware, qui est un paradis fiscal américain. Donc on n'a pas le droit de l'appeler paradis fiscal, mais c'est un paradis fiscal. Et que si Jacques-Henri Hérault devait avoir des parts, ce serait là. Il y a des bruits qui courent, des rumeurs, mais j'ai jamais vu, on m'a jamais présenté c'est un document certifié dans lequel on peut avoir confiance qui prouverait ça. Et sur les documents certifiés dans lesquels on peut avoir confiance, j'avais quand même retrouvé des petites traces sur le fait qu'OMLLC appartenait à Macourt LP, le fonds d'investissement familial de la famille de Macourt, que donc OMLLC appartiendrait donc complètement à Macourt. Donc j'ai des doutes sur ce fait-là, mais la rumeur court. Donc voilà, pourquoi Hérault ne part pas de l'Olympique de Marseille? Je dirais peut-être pour ça, parce que c'est l'homme de base du projet de Franck McCourt et que Franck McCourt a construit son projet avec Hérault. Il avait même déjà dit, j'avais dit que j'y allais pas si je trouvais pas la bonne personne. Et Jacques-Henri Hérault, pour moi, c'est la bonne personne. Et en plus, Hérault doit lui survendre ce qu'il fait un petit peu. Et la deuxième hypothèse, c'est peut-être que Franck McCourt, que Jacques-Henri Hérault aurait des trucs dans le club. Et enfin, pour enfin répondre à la question, après avoir fait un énorme détour, donc est-ce que le football moderne est toujours adapté à Bernard Tapie? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que ce dont on a besoin aujourd'hui dans un club de foot, c'est une organisation solide. Ce sont des personnes solides à tous les niveaux. Et qu'en France, on est un petit peu dans cette idée du président omnipotent et du président qui fait la pluie et le beau temps dans un club. C'est toujours le cas, on le voit, même quelqu'un qui arrive, qui dit non, je vais être discret comme Hérault, ben, au final, il prend toute la lumière. Donc on le voit, c'est vraiment dans la culture foot du pays. Et c'est beaucoup moins dans la culture foot d'autres pays. Ça reste en Espagne, dans les gros clubs, bon, c'est parce que ce sont des hommes politiques, mais en Angleterre, on utilise souvent cet exemple. Est-ce que vous connaissez le président d'Arsenal? Bon, ben non, personne ne sait qui c'est. Voilà, ce genre de choses. Donc,
Donc moi je pense que il faudrait surtout il faudrait quelqu'un qui puisse être apprécié des supporters et ensuite d'avoir une organisation et un club solide et une organisation, c'est ça maintenant qui te ramène les pépites parce que t'as trop de concurrence, tu peux plus être comme à l'époque de Bernard Tapie, avoir le nez creux un peu pour ça ou pour ci. Je pense qu'un Boxic par exemple bah il aurait eu cinq six mecs qui enfin cinq six gros clubs qui seraient dessus, donc il aurait fallu faire autrement aujourd'hui. Donc bref, moi j'attends pas un nouveau Bernard Tapie, en tout cas j'attends une meilleure organisation et des gens qui comprennent un peu plus les supporters de l'OM. C'est surtout ça que j'attends. Ben oui, je suis un peu d'accord avec toi. Récemment, j'ai un peu vu des trucs aussi comme ça, de gens qui réclamaient un peu un style de Bernard Tapie, et je suis pas sûr que ce soit maintenant le profil idoine pour le football moderne, comme tu le disais. Bah écoute, ça fait 1 heure. Est-ce que tu veux t'arrêter maintenant? On prend encore quelques questions. C'est comme tu veux. On prend encore quelques questions et puis on va s'arrêter, on pourra en faire encore deux, trois. Ok. Et pour Euh, revenir, tu vois, par contre, tout à l'heure, on me disait, Mourad Boudjelal, c'était ça qui était attirant pour les supporters. Il mhm. y avait un peu ce côté Bernard Tapie, mais il y avait aussi le côté, ce qui manque à Héros, c'est-à-dire bah, un peu d'humanité envers les supporters, en fait, dans sa gestion. Un peu de populisme positif envers les supporters. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, qui était attirant chez Boudjelal. Mais vas-y, passe à la question Ouais. suivante. Bah, on va peut-être rester sur. Là, j'essaie de chercher sur mon autre écran la question, enfin le nom de la personne qui a posé cette question. Ça arrive, ça arrive. En gros, bon, je vais d'abord te dire la question et dès que je trouverai le nom, je le dirai. Ah voilà, c'est bon. Oula, en plus c'est compliqué à dire le nom. Alors c'est Fouet quelque chose, Bedjou, je sais pas quoi. J'arrive pas à lire. Je suis désolé. Alors comment Boudjela a pu se griller à cause d'un gars comme Ajrodi? On nous dit ça. Est-ce que selon toi, on lui a un peu fait espérer certaines choses et il y a cru lui-même, ou alors il faisait partie de ce projet un peu spécial dès le début? Enfin, quelle vision t'as sur ce truc-là, toi? Moi, je pense enfin, je suis sûr même que Boudjelal était dans le projet depuis début mai. Voilà, qu'il était dans les cartes et que dès le départ, le truc se construit un peu en se disant, on va avoir notre tête de gondole pour être président de l'Olympique de Marseille, ce sera Boudjelal. Ça a été décidé assez tôt. Après, il travaillait depuis un peu plus longtemps dessus. Après, comment il a pu se faire un peu embobiner par Ajourdi. Alors, on va garder des pincettes, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là où on se dit, putain, c'est quand même un peu chelou. Mais bon, ce que Boudjelal dit, c'est une histoire humaine en fait. C'est qu'il a rencontré Ajourdi et qui s'est dit bon bah avec ce mec-là, j'ai un super feeling, ça passe du feu de Dieu, je lui fais confiance et qu'Ajourdi apparemment est très bon là-dedans. Donc voilà. Donc c'est là où on en est après. Ce projet de rachat, il me laisse un peu perplexe parce que comme la question le laisse supposer, il y a quand même des mecs qui sont pas nés de la dernière pluie, donc ils peuvent pas quand même se faire balader complètement. Par contre, c'est sûr qu'il est mené n'importe comment ce projet de rachat et que là, il a perdu toute crédibilité à cause de la communication qu'il y a autour de ce truc. Donc c'est vrai que je suis un peu pantois face à ça. Je me dis comment des mecs aussi enfin, comment des mecs qui en ont vu d'autres, comme Boudjelal ou Akariès, qui en ont vu d'autres, peuvent rentrer dans un truc qui serait une escroquerie totale. J'ai un peu du mal à croire à ça, mais voilà, ça prend une mauvaise tournure le truc. Donc, c'est un mystère. Ouais, c'est vrai que bah, au tout début du projet, c'était quand même assez. Enfin, ça avait l'air en tout cas un peu clair. Et tout le monde appréciait d'ailleurs la transparence, cette communication qui était vraiment à l'encontre de celle de l'OM actuelle. Et là, ces derniers jours, ça a été quand même bien plus compliqué pour ce projet-là. Mais bon. Alors, on a Loïc, 13010, qui nous dit: Que pensez-vous de la cheville de Thauvin?
Alors, qu'est-ce que tu penses de sa cheville? Est-ce que tu la trouves bien? Elle est mignonne, elle est sympa, elle est bien fine, bien musclée? Non, mais non, plutôt par rapport à la blessure, du coup, parce que c'est vrai que bah, Thauvin, quand on avait fait la revue d'effectifs des attaquants, on a bien vu que bah, Thauvin, il avait joué 20 minutes dans la saison. Il a joué deux fois 10 Ouais. minutes, une fois contre Amiens et une fois contre Saint-Étienne. Dans l'inverse, dans l'ordre, hein, c'était Saint-Étienne avant et puis Amiens après. Est-ce que toi, là, sur les derniers matchs amicaux qu'on a vus, ça t'a rassuré? Tu le trouves bien sur ses appuis? Tu penses qu'il va pouvoir encaisser une saison maintenant après cette Bah, alors blessure? sa blessure était un peu particulière. D'ailleurs, on vous avait annoncé sur Football Club de Marseille qu'il ne reprendrait pas dès janvier, malgré on vous l'avait annoncé assez tôt parce qu'on nous avait dit oui, non, mais c'est Mais c'était au mois simplement ça. d'octobre, ouais. Voilà, il y avait 20 minutes notamment qui avait fait un article où ils avaient interviewé un chirurgien qui disait mais enfin pour ce qui était annoncé, ben t'ouvres et puis tu nettoies un petit peu et puis c'est bon, il en a pour un mois maximum et puis on nous a dit non mais c'est 3 mois et puis après en se renseignant un petit peu, on avait su que ça pouvait être plutôt 6 mois, ce qui ça a plutôt été voilà ça a été ouais bah, ça a été plutôt 6 mois que 3 4 mois et donc cette blessure était un peu bizarre. Par contre c'est, si j'ai bien compris, alors je suis pas du tout expert ni kiné, mais c'est plutôt quelque chose, si tu prends le temps de le soigner, ça peut passer. C'est par exemple ce que devrait faire Kingsley Coman, qui à un moment s'est dit, ok là il faut que j'arrête parce que je prends trop de risques avec mon corps. Et là, Florian Thauvin, bah, c'est plutôt encourageant. Je veux dire, il rate pas d'entraînement. Ça, c'est très encourageant. C'est-à-dire qu'il a raté aucun entraînement depuis le départ, ou alors très très peu, ou alors des bouts d'entraînement. Il est là à tous les matchs amicaux. Il a pas l'air, il a l'air d'être plutôt bien. Il a peut-être pas, peut-être que son jeu va changer un petit peu aussi, hein, comme le jeu de tous les attaquants change avec le temps et même celui des plus grands attaquants. Donc, bah, je la trouve plutôt bien sa cheville et je suis plutôt enthousiaste sur le fait qu'on récupère Thomas parce que même s'il y a des critiques à son égard, je pense vraiment que je pense qu'on se rendra compte de ce qu'il a pu faire pour le club, même si dans les grands matchs, il était peut-être pas toujours au top, etc. Mais toute l'équipe n'était pas au top dans ces grands matchs, mais il a quand même vraiment, il avait un apport non négligeable, il avait des limites. C'était pas Cristiano Ronaldo, mais par contre, moi, je suis assez enthousiaste à l'idée de revoir un joueur de cette trempe-là dans l'équipe de l'OM. Je pense que si on se dit quel type de joueur on peut atteindre, je me dis que Thauvin, c'est quand même pas mal comme type de joueur que tu peux avoir dans ton équipe. Donc, je trouve sa cheville bien et j'ai hâte de revoir l'équipe en match compétitif avec Florian Thauvin et avec Dimitri Payet à gauche et Dario Benedetto. Donc, pourvu qu'aucun ne se blesse. Ouais, t'as t'as bien résumé le truc, pourvu qu'aucun se blesse, parce que là, on n'a pas grand-chose là en backup pour remplacer les trois. Mais selon toi, alors là j'ai une petite question du coup. Selon toi, à qui ça va faire le plus de bien le retour de Thauvin? Est-ce que c'est vraiment à Thauvin lui-même? Est-ce que c'est à Benedetto parce qu'il va avoir un joueur en plus pour lui filer des bons ballons? Ou est-ce que c'est à Sakai pour qu'il revienne à son plus gros niveau? J'attendais Sakai justement, je pensais être malin en disant ah, Sakai, et ben non, parce que ne serait-ce que sur le match contre le Bayern, alors l'OM a principalement défendu, mais sur quelques petits ballons offensifs, tu voyais que la connexion Thauvin-Sakai fonctionnait vraiment bien. Peut-être que le fait que Sakai ne parle pas français aussi et qu'avec Thauvin, ils ont développé un espèce de langage footballistique commun et qui s'entendent et se comprennent parfaitement, fait que voilà, Sakai est bon avec Thauvin et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bien à Sakai, tout d'abord. Donc, j'espère que ça va se confirmer parce que j'aime beaucoup Hiroki Sakai et il a fait une mauvaise saison l'an dernier. Et je pense que Sakai est typiquement le genre de joueur qui a besoin d'un ailier qui est vraiment bien positionné dans son couloir et qui fait des choses un petit peu. Puis voilà, quoi, il a appris à jouer avec Florian Thauvin et il a besoin d'avoir ce repère-là un petit peu parce que Thauvin, tu sais que tu vas toujours le trouver, il va pas trop prendre la profondeur, il va toujours être en position, donc tu peux combiner avec lui, tu sais là où il va se placer, tu sais que c'est à toi de prendre la profondeur, alors qu'avec Et Bounassar, par exemple, ben
Sakai, et Sakai déjà, il devait par moment jouer long, ce qui n'était pas trop dans Mhm. ses habitudes parce que Bounassar prenait la profondeur. Après, il va peut-être se projeter dans le dos de Bounassar, mais Bounassar porte plus le ballon pour aller attaquer le latéral, alors que Thauvin rentre dans l'axe et donc bah, forcément Ça libère un ça espace étire un derrière lui, peu. quoi. Voilà, ça Quand Thauvin se met sur son pied gauche, ça libère un espace dans le couloir et c'est là où Sakai allait souvent se plonger et ils arrivent bien à se trouver à ce moment-là. Voilà, je pense que Thauvin, au niveau technique et tactique, il est parfait pour Sakai, Mhm. donc il va faire beaucoup de bien à Sakai. Et ensuite, oui, le numéro 2, ce serait peut-être Benedetto, parce que Benedetto, il avait été recruté aussi pour ça. C'était Villas-Boas avait dit, je prends ce joueur parce qu'il peut faire jouer et Payet et Thauvin. Et donc voilà, je pense que ça va faire du bien parce qu'il va peut-être avoir quelqu'un autour de lui qui va plus entrer aux abords de la surface de réparation, parce encore une fois, Bounassar, c'est plutôt un mec qui bouffe la craie, donc il était plus éloigné, il était pas trop dans la surface de réparation. C'est pas quelqu'un qu'on va voir souvent dans les 16 derniers mètres pour tenter des frappes. C'est plutôt des débordements, enfin essayer de rentrer dans l'axe un petit peu et centrer derrière. Et Valère Germain, c'était pas non plus quelqu'un qui était vraiment, enfin, quand il était sur le côté, il était vraiment concentré sur ses tâches défensives, etc. Et même s'il aurait dû avoir le profil parfait pour finir dans les 16 mètres, bon, il n'était pas souvent. Et le match où il l'a été souvent, c'était à Monaco en début de saison et on avait marqué 4 buts et même Valère Germain avait marqué. Donc voilà. Donc je pense que dans cette optique-là, d'avoir quelqu'un qui est attiré par la surface de réparation et qui va donc être attiré vers Dario Benedetto, ça va aussi faire beaucoup de bien à Dario Benedetto. Et puis Dimitri Payet, bon, je pense que il n'avait pas forcément besoin de Thauvin pour briller, mais que bon, bah, il sera content. Il sera pas contre avoir un argument supplémentaire en attaque, quoi. Mais même si, bah voilà, ouais, après tu me diras, il c'était pas non plus trop le genre de mec qui lançait dans la profondeur Sarr ou Germain, donc oui, bon, voilà. Mais Sakai et Benedetto sont les deux qui doivent Gagnant, ouais. bénéficier en priorité du retour de Thauvin, je pense. Ok. Bon, bah merci beaucoup Mourad. On va peut-être s'arrêter là du coup. On a fait 1h15 d'émission. Merci à tous d'être restés. Même si certains sont partis, d'autres sont revenus, d'autres... voilà. Merci à tous d'avoir été actifs aussi dans le chat parce qu'on a eu quand même pas mal de questions en direct. Et je veux aussi remercier Jonic13, notre modérateur, le premier modérateur de Football Club de Marseille, et qui fait très très bien son job, hein, je dois avouer. Parce que quand on fait des FM et qu'on fait des multidiffusions, c'est un peu compliqué de gérer les trois chats. YouTube, j'arrive quand même à dégager toutes les insultes et les Parisiens qui viennent juste dire Paris, on est meilleur. Mais là, sur Twitch, en plus, c'était un petit peu compliqué, j'avoue. Mais voilà, Merci Ali, merci Ouais, beaucoup. merci à toi. Et puis, ben, on va peut-être profiter de ce dernier moment pour dire que la semaine prochaine, on refera peut-être ça, comme on avait parlé. Donc, je vais te laisser expliquer. Ouais, alors on va peut-être faire quelque chose. Je sais pas si vous savez, j'ai écrit un livre il y a pas longtemps, Qui est le juste, mec un peu regarde, mégalomane. qui est juste là. Hop, il est là-bas. Voilà. Voilà, donc en fait, on voulait peut-être inviter deux, trois lecteurs parce que à la base, j'étais censé faire un peu des événements comme ça, des dédicaces, tout ça, et puis le Covid, tu connais, j'ai un peu, j'ai un peu arrêté, et donc donc on n'a pas trop fait de rencontres avec les lecteurs, donc on va peut-être passer une annonce et oui, essayer de ramener trois quatre lecteurs qui veulent ben, qui veulent échanger avec nous et puis ben voilà discuter du bouquin de l'année Bielsa et puis voilà ce sera sur ce thème-là. On va essayer d'organiser ça pour la semaine prochaine. Ben voilà, on va faire ça du coup, on fera ça peut-être en live sur Twitch comme là. Donc je vous laisse nos Twitter. Donc voilà, si vous voulez venir nous contacter directement pour potentiellement participer à ce live. Donc logiquement, faut avoir lu le livre, hein, s'il vous plaît. Au moins, juste pour qu'il puisse y avoir des débats intéressants. Puis voilà, on se dit du coup à demain pour l'apéro mercato qui sera diffusé à 17h30. Et puis après lundi, débat foot Marseille. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt sur Football Club de Marseille, les gars.
Ciao, ciao. Merci Mourad et à bientôt. Ciao, ciao Ciao, ciao. Ryan, ciao, ciao à tous et merci.